On vous a répété que le Tchad était la citadelle imprenable de l'Occident en Afrique. On vous a menti. Cette semaine, ce que l'on baptisait le dernier porte-avions du Sahel a coupé les amarres. Le Tchad vient de rejoindre l'Alliance des États sahéliens. Un séisme qui a glacé Paris, affolé le Pentagone et fait trembler les couloirs feutrés des chancelleries occidentales. Pourquoi tant de panique? Parce que ce n'est pas seulement un nouveau jeu de pouvoir, c'est un réveil. Le peuple tchadien relève la tête après des décennies de soumission, de pillage silencieux et d'humiliation. Fini le rôle de sentinelle docile. Le Tchad devient le cœur battant d'une Afrique décidée à choisir son destin. Depuis plus de 70 ans, les puissances étrangères utilisaient le Tchad comme avant-poste, pivot stratégique pour dominer tout le Sahel. Leurs avions décollaient Pampolé de N'Djamena, mais nos enfants restèrent dans l'ombre, condamnés à la pauvreté, pendant que nos richesses filaient vers Paris et Washington. Ce geste du Tchad fait vaciller l'ordre établi. Les stratèges, diplomates et financiers occidentaux le sentent. Le vent tourne. Il ne s'agit plus simplement de frontières ou de soldats. C'est un bouleversement moral, un retour de la dignité dans un pays longtemps humilié et brisé. Mais ce moment est fragile. L'Afrique se tient au bord d'un carrefour décisif. Si cet élan n'est pas compris, partagé, amplifié, la fenêtre de la libération se refermera, et une génération de plus sera sacrifiée sur l'autel de la misère, du néocolonialisme et de la dépendance. Mais si l'Afrique saisit ce souffle, elle ouvre la porte à la souveraineté, à la prospérité et à la renaissance d'un continent qui ne veut plus courber l'échine. Comment en est-on arrivé là? Pour saisir la puissance de ce séisme, il faut remonter à la racine du mal, comprendre la géographie du pillage qui, depuis plus d'un siècle, a fait du Tchad un enjeu vital pour les puissances étrangères. Voici comment le Tchad, longtemps pièce maîtresse du grand jeu sahélien, a été façonné par la soif de richesse et de pouvoir étranger. Tout commence avec la carte et les ressources cachées sous le sable. Pour comprendre la panique actuelle des capitales occidentales, il faut cesser d'écouter les faiseurs d'opinion et déplier la carte de l'Afrique. Observez le Tchad. Il n'est pas qu'un vaste territoire enclavé au cœur du continent. Il se trouve à l'intersection cruciale entre le nord arabe et le sud africain. Il touche la Libye, le Soudan, la Centrafrique, le Cameroun, le Nigeria et le Niger, 6 nations fondamentales, chacune secouée par des enjeux géopolitiques brûlants. Depuis plus de 50 ans, les puissances occidentales ne voient pas le Tchad comme une terre à faire grandir, mais comme une charnière stratégique, une clé qui ouvre ou verrouille la porte du Sahel. Leur plateforme arrière pour déployer des troupes, surveiller les frontières, s'assurer que les richesses pétrolières, minières et humaines continuent de remonter vers Paris, Londres ou Washington. Prenons un instant pour comprendre ce que cela représente concrètement. Imaginez un pays qui n'a pas d'accès direct à la mer, qui doit compter sur ses voisins pour exporter sa production agricole, ses minerais, son pétrole. Chaque camion qui quitte N'Djamena traverse des frontières contrôlées, surveillées, parfois fermées au gré des crises régionales. Voilà la réalité logistique du Tchad, et c'est précisément ce qui en fait un point de passage stratégique pour tout le Sahel. Avant cela, l'Alliance des États du Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger, constituait déjà un rempart redoutable. Mais leur façade orientale demeurait fragile, exposée à toute intervention extérieure. Séparés, ces États pouvaient en être contenus ou contournés par la présence militaire de l'Occident. Le jour où le Tchad bascule dans l'Alliance, tout change. Ensemble, ils forment désormais une ceinture souveraine ininterrompue, du Sénégal jusqu'au Soudan. Un territoire immense, plus vaste encore que l'Inde, devenu soudainement inaccessible aux manœuvres et bases étrangères. Pour donner un ordre d'idée, l'Inde couvre près de 3 200 000 km². L'ensemble du bloc sahélien nouvellement constitué dépasse ce chiffre. C'est comme si, du jour au lendemain, un continent tout entier changeait de camp, fermant ses portes à l'influence et à la surveillance étrangère. Le Tchad, c'était les yeux et les oreilles sans de la France, l'avant-poste d'espionnage, de projection de force et de gestion secrète dans toute la bande sahélienne. Aujourd'hui, Paris perd bien plus qu'un poste avancé. Elle perd le levier tactique, la capacité d'influencer le cœur du continent et surtout le symbole de sa domination. Pour illustrer l'importance de ce poste, souvenons-nous de l'opération Barkhane. Lancée en 2014, elle faisait du Tchad un véritable quartier général régional. Des avions de chasse, des drones, des bataillons entiers entraient et sortaient de N'Djamena. Ces moyens étaient utilisés pour appuyer des opérations non seulement au Tchad, mais aussi au Mali et au Niger, parfois même en Libye. Oublier l'importance du Tchad, c'est regarder l'Afrique avec des œillères forgées par l'Occident. C'est rater l'occasion historique de reprendre la main sur ses ressources, ses frontières et surtout sur sa dignité retrouvée.
Mais si l'équilibre militaire et géopolitique est bouleversé, la véritable tempête s'annonce sur le front économique. L'enjeu ne se limite plus à l'armée ou aux alliances. Désormais, c'est la richesse et l'avenir du continent tout entier qui basculent. Et personne, ni à Paris, ni à Washington, n'est prêt à voir l'Afrique se libérer aussi vite. La véritable guerre ne se mène pas avec des chars ni des fusils. Elle se joue dans l'ombre, à coups de devises, de signatures invisibles, de contrats secrets que personne ne montre à la télévision. C'est la guerre silencieuse de l'argent, du pouvoir et du contrôle des richesses africaines. Depuis plus d'un siècle, l'Occident impose un jeu truqué. Protectionnisme pour eux, pillage pour nous. Nos mines d'or, notre pétrole, notre uranium, tous bradés à des prix dérisoires, sous la menace ou par le chaos organisé. Derrière chaque accord de partenariat se cachait un piège. La sécurité promise n'était qu'un prétexte pour l'exploitation. Prenons un cas concret. La France. Son économie s'est bâtie sur les trésors africains. Ses centrales nucléaires brillent grâce à l'uranium du Niger. Les réserves de devises africaines, gelées à Paris, soutiennent l'euro et rassurent les marchés européens. Tant que l'Afrique restait divisée et sous tutelle, le système tournait comme un distributeur automatique ouvert jour et nuit. Mais aujourd'hui, ce distributeur africain se grippe. Les contrats sont renégociés. Les nouveaux dirigeants réclament des prix équitables, mais aussi la transparence. À Paris, c'est la panique. Tout l'édifice menace de s'effondrer, car il reposait sur l'accès privilégié, l'argent facile, le fameux repas gratuit. Ce phénomène n'est pas inédit dans l'histoire mondiale. On peut le comparer à la crise pétrolière de 1973. Cette année-là, les pays de l'OPEP ont soudainement décidé de reprendre le contrôle de leurs ressources, imposant un embargo sur le pétrole à l'Occident et triplant les prix. Ce fut un choc économique mondial, obligeant les pays occidentaux à revoir complètement leur stratégie énergétique et économique. Aujourd'hui, l'Afrique est à l'aube d'un basculement similaire, mais à une échelle encore plus vaste. Ce n'est pas seulement une matière première qui est en jeu, mais toute la gamme des richesses du continent. Là où l'Occident voit le danger, l'Afrique voit l'opportunité. Unir ses forces, former un bloc puissant, décider ensemble des conditions de vente et du prix de ses ressources. L'idée d'une OPEP sahélienne n'est plus un fantasme, mais une menace bien réelle pour l'ordre ancien. Imaginez un cartel africain qui fixe les règles de l'uranium, du pétrole, de l'or et accepte l'échange contre des lingots plutôt que des billets dévalués. Concrètement, si ces pays exigeaient en cas de main d'être payés en or ou en monnaie locale pour leur uranium, cela bouleverserait l'équilibre monétaire international. Les réserves en or des banques occidentales s'assécheraient, forçant une réorganisation des flux financiers et commerciaux à l'échelle mondiale. La clé de tout cela, c'est la monnaie. Pendant des décennies, le franc CFA a servi d'arme ultime. Il forçait des millions d'Africains à enrichir une poignée de familles et à garantir la stabilité du dollar et de l'euro. Si ce système tombe, c'est un coup fatal à la domination monétaire occidentale, le véritable tir de grâce contre l'ordre établi. Le risque est immense. Si l'Afrique échoue à s'unir, elle continuera de nourrir le monde sans pouvoir nourrir ses propres enfants. Mais si l'alliance réussit, l'Occident devra payer le juste prix pour nos richesses, et l'Afrique pourra enfin investir dans ses écoles, ses hôpitaux, ses routes. C'est le choix d'une génération, rester la vache à lait ou devenir le moteur de son propre destin. Pour concrétiser ce rêve, des étapes pratiques sont déjà envisagées. D'abord, instaurer une transparence totale sur les contrats miniers et pétroliers, publier les accords, rendre publics les montants et impliquer la société civile dans la surveillance de l'attribution des concessions. Ensuite, lancer une réforme audacieuse de la fiscalité minière pour que chaque baril de pétrole, chaque gramme d'or enrichisse d'abord la population locale. Mais ce réveil africain ne se limite pas à l'économie. Il s'agit aussi d'une révolution spirituelle. Le peuple doit maintenant décider s'il est prêt à briser les chaînes mentales et à embrasser ce changement historique. La France et plus largement l'Occident ne reculeront pas sans livrer bataille. Après la perte du Tchad, où tenteront-ils de reprendre pied ? Les regards se portent déjà vers d'autres capitales, à la recherche d'une faille, d'un allié malléable, d'une porte entr'ouverte pour retrouver leur influence. L'empire blessé n'a pas abandonné. Dans l'ombre, ces réseaux diplomatiques s'agitent, ces relais d'influence évaluent les faiblesses, tissent de nouvelles alliances provisoires. Le but reste inchangé, reconquérir ce qui a été perdu, ou du moins ralentir la montée en puissance du bloc sahélien. Mais cette fois, le terrain a changé. L'effet Traoré, ce souffle venu du Burkina Faso, s'est propagé. Ce n'est plus seulement une question de coup d'État au sommet, mais un éveil profond qui traverse les rues, les villages, les esprits.
Une révolution de dignité prend forme, portée par la jeunesse et la mémoire des anciens. Le mythe de l'invincibilité occidentale se fissure et la peur change de camp. Pour mieux comprendre la portée de cette révolution, rappelons-nous le parcours de Thomas Sankara. Lorsque ce leader burkinabé a nationalisé les terres, interdit la corruption et lancé des campagnes de vaccination massives, il a montré qu'un État africain pouvait se libérer des chaînes du néocolonialisme. Son assassinat a été un choc, mais son message résonne encore aujourd'hui, inspirant une nouvelle génération décidée à ne plus subir. Face à la nouvelle alliance, la lutte ne se joue plus uniquement sur le plan militaire. Les dirigeants sahéliens discutent ouvertement d'intégrer leurs richesses, de mutualiser mines, terres et énergie. Ils rêvent d'une diplomatie concertée, d'une monnaie indépendante, libérée du franc CFA, libérée aussi de la tutelle de la Banque de France. Il s'agit d'une refonte du rapport de force. L'Afrique cesse d'être spectatrice pour devenir architecte de son destin. La Russie et la Chine n'aspirent pas à remplacer Paris ou Washington. Elles proposent soutien militaire, investissement, infrastructures, sans chercher à imposer leur hégémonie. Les capitales africaines deviennent maîtresses de leur choix, composent à la carte, tirent un parti de chaque partenaire. La dépendance change de visage. Elle s'estompe, remplacée peu à peu par des alliances choisies. Prenons l'exemple de la Chine au Zimbabwe. Au début des années 2000, alors que les sanctions occidentales étranglèrent le pays, la Chine a investi massivement dans les infrastructures, échangeant routes et chemins de fer contre des ressources minières. Les résultats sont contrastés, mais l'essentiel est là. Les Africains commencent à négocier, à comparer, à choisir plutôt qu'à subir. Pourtant, l'orage menace. Les risques sont multiples. Attaques sous faux drapeaux, campagnes de désinformation, tentatives de sabotage politique ou économique pilotées de l'extérieur. Déjà, les grands médias occidentaux s'emploient à façonner l'opinion, à présenter ces bouleversements comme des coups d'État, à nier la poussée populaire derrière chaque changement. L'image de l'Afrique devient un champ de bataille essentiel. Pour se prémunir contre ces tentatives de déstabilisation, il est essentiel de former une nouvelle génération de journalistes capables de raconter l'histoire du continent de l'intérieur. Les universités africaines doivent investir dans l'enseignement du journalisme d'investigation, du fact-checking et des technologies de l'information. La survie de l'Alliance dépend de son extension. Pour briser l'étau, les États sahéliens doivent accéder à la mer. Tout se joue désormais au Cameroun, en Mauritanie, au Sénégal. Qui sera le prochain à basculer ? Les regards guettent les élites hésitantes, les peuples en colère, les régions frontalières où tout peut basculer. Le prix de la liberté reste vertigineux. Les peuples s'exposent à l'instabilité, aux représailles, aux violences. Mais depuis la conférence de Berlin, jamais l'opportunité d'une indépendance véritable, politique et économique, n'a paru aussi tangible. Le danger est immense, mais l'espoir d'une Afrique de l'Ouest digne et prospère surpasse tous les sacrifices. Reste à savoir comment gagner cette ultime manche, comment protéger cet élan nouveau. Le réveil africain est lancé, mais il doit affronter les secousses et les pièges qui l'attendent. Le compte à rebours s'accélère et chaque décision, chaque alliance pèsera lourd dans la balance. La suite s'écrit maintenant, sur la ligne de front comme dans les couloirs du pouvoir. Le combat ne se joue plus seulement sur le champ de bataille, mais d'abord dans l'esprit et l'arène de l'information. Ce qui naît sous nos yeux dépasse toute alliance militaire classique. C'est une renaissance intime, un réveil spirituel, la concrétisation vivante des rêves portés par Patrice Lumumba, Thomas Sankara ou Muammar Kadhafi. Leur vision partagée, voir l'Afrique debout, maîtresse de son avenir et de ses richesses. La véritable arme de cette révolution n'est ni le fusil ni le char. C'est la puissance de l'unité, la conscience collective et la force d'une diaspora dispersée sur tous les continents, capable de briser les murs du mensonge. Quand chaque Africain, où qu'il vive, refuse la division et choisit la solidarité, il devient lui-même un rempart contre la désinformation et l'ingérence étrangère. Mais l'ennemi avance masqué, insaisissable. Son arme la plus redoutée, c'est la peur. Peur du changement, peur d'être isolé, peur d'échouer. Mais surtout la propagande qui inonde nos écrans pour semer le doute, la confusion et la résignation. Face à ces assauts invisibles, chaque individu a un rôle crucial à jouer. Ériger un mur de solidarité numérique, c'est partager la vérité, relayer les témoignages, démasquer les fausses informations. C'est aussi prier, invoquer la protection divine pour les leaders qui prennent des risques historiques. Et surtout afficher l'unité publiquement, par des messages, des commentaires, des symboles, pour montrer à l'ennemi que cette génération ne cédera pas. La participation de chacune et chacun, partout sur la planète, est décisive.
Que l'on soit à Dakar, à Paris, à Montréal ou à Bamako, chaque geste compte. Un mot, une vidéo, une mobilisation en ligne peuvent déclencher une vague irrésistible qui insuffle courage et espoir à celles et ceux qui sont en première ligne. La diaspora, forte de millions de voix et de talents, doit rester soudée. Tant que la mobilisation populaire demeure vive, l'Empire ne pourra pas refermer sa main sur le continent. Mais si la lassitude ou la division s'installe, le risque est immense. Voir l'Afrique privée une fois de plus de son moment historique et replongée dans l'oubli. C'est pourquoi la solidarité globale, au-delà de toutes les frontières, est la clé de voûte. Elle rend le changement irréversible. Les peuples africains ont déjà prouvé qu'ils pouvaient déjouer les pièges, résister à la peur et écrire une nouvelle histoire. Regardez l'exemple du mouvement anti-apartheid en Afrique du Sud. Ce n'est pas uniquement la lutte armée qui a mis fin au régime raciste, mais la mobilisation mondiale, le boycott des produits sud-africains, la pression de la diaspora, l'engagement de personnalités comme Nelson Mandela. Ce précédent historique montre que la solidarité internationale peut faire plier même les systèmes les plus enracinés. Rester mobilisé aujourd'hui, c'est garantir la victoire de demain. Le monde observe, mais seule notre unité, notre vigilance, notre engagement feront tomber les derniers verrous. Pourtant, l'adversaire n'a pas dit son dernier mot. Une contre-offensive se prépare, prête à tout pour reprendre la main. Les tentatives de manipulation pourraient en prendre plusieurs formes. Financement occulte de groupes d'opposition, campagne de diffamation ciblant les nouveaux dirigeants, ou encore sabotage économique, par exemple en bloquant l'accès aux marchés internationaux. Pour contrer ces menaces, des solutions existent. D'abord, renforcer la transparence dans la gestion des fonds publics. Ensuite, développer des réseaux de coopération sud-sud, pour ne plus dépendre exclusivement des partenaires occidentaux. Enfin, miser sur l'éducation civique, afin que chaque citoyen comprenne les enjeux et soit prêt à défendre l'intérêt général. C'est à vous d'écrire la suite de cette histoire. Pendant des dizaines d'années, les richesses de l'Afrique se sont dissipées, capturées par des mains étrangères. Les enfants du continent ont grandi dans l'ombre, privés de l'héritage qui leur était promis. Mais aujourd'hui, ce cycle s'interrompt. Avec l'entrée du Tchad dans l'Alliance des États du Sahel, une page nouvelle se tourne, celle de la souveraineté retrouvée, de la dignité partagée et d'une renaissance spirituelle sans précédent. Nous ne sommes plus de simples témoins de notre propre destin. Pour la première fois depuis l'époque coloniale, l'Afrique tient entre ses mains la possibilité de s'approprier ses ressources et d'affirmer son unité. Mais cette chance est fragile. Le silence, aujourd'hui, serait une complicité. Se taire, c'est accepter que l'histoire suive son cours ancien. C'est permettre que des chaînes invisibles se reforment, encore et encore. Mais agir, c'est ouvrir la voie à une Afrique libre, fière et respectée. Votre voix est celle qui fera basculer l'avenir. Les bouleversements de ces derniers mois ne sont qu'un commencement. Sans mobilisation, le vieux système tentera de reprendre le contrôle. Il faut prouver que l'éveil africain n'est pas un mirage, mais une force réelle, enracinée dans chaque ville, chaque diaspora, chaque génération. Écrivez, débattez, partagez, soyez, dans vos familles et sur les réseaux, les témoins du réveil du continent. L'unité ne se décrète pas, elle se construit. Chaque parole, chaque action est une pierre posée sur la route de notre libération. Ceux qui se lèvent aujourd'hui bâtiront la prospérité, la dignité, la liberté que mérite le continent. L'histoire se souviendra de ceux qui ont osé défier la tempête, pas de ceux qui sont restés dans l'ombre. La prophétie d'une Afrique nouvelle s'écrit maintenant, avec vous. Alors dites-moi, de quelle ville, de quel pays portez-vous la flamme de ce renouveau ? Ensemble, montrons-le au monde. L'unité africaine est une vérité vivante.